messieurs, merci de vous asseoir. Nous allons recommencer. Veuillez prendre place. Les gens qui sont dans le fond de la salle, venez vous asseoir. Vous savez, on a encore beaucoup de contenu, mais je me doutais bien que vous auriez des discussions enflammées pendant cette pause. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, nous poursuivons avec notre prochain panel portant sur l'aspect légal qui peut protéger le travail des artistes et des artisans. Vous allez voir, c'est un peu plus dense comme contenu que le premier panel, mais c'est important de connaître les approches qui sont adoptées actuellement en Europe et aux États-Unis, de voir si le Canada doit et peut s'en inspirer. Alors, je vais d'abord inviter l'animatrice de ce panel, le maître Annie Morin, directrice générale d'Artisti, une société de gestion collective. Venez me rejoindre, maître Morin. Avec elle comme panéliste, Caroline Jaunard, directrice, avocate et agente de marque. On peut l'applaudir. Céline Castet-Renard, professeure du droit civil et titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit international et comparé de l'IA. Et finalement, Denis Goulette, avocat et délégué général de la Fédération des scénaristes européens qui s'est déplacé pour l'occasion. On l'accueille. Alors, bonjour à tous. On est ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est une grande source de préoccupation pour les créateurs, c'est-à-dire la protection du travail humain dans un contexte où l'intelligence artificielle générative tente de se substituer à celui-ci. En effet, comme le rappelait Dave Anquetil, fin 2022, début 2023, ce qui semblait être un peu de la science-fiction pour les créateurs s'est concrétisé. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir des produits de l'intelligence artificielle imitant la création humaine apparaître sur le marché. Alors, il pouvait s'agir d'images faites à la façon de Van Gogh ou encore une fausse chanson de Drake et de Weeknd, alors qu'ils n'ont jamais collaboré ensemble, ou encore des traductions faites sans qu'il y ait de traducteurs impliqués, des doublages de films sans doubleur. En tout cas, bref, on est rendu en 2025 et je vais m'arrêter ici parce que la liste désormais pourrait être indéfiniment longue. Alors, évidemment, cette prolifération-là de contenu qui n'implique pas des créateurs humains, c'est une double source de préoccupation pour ces créateurs-là, parce que d'une part, leurs créations existantes sont pillées en amont pour nourrir l'intelligence artificielle sans leur consentement et sans rétribution, et d'autre part, leurs créations à venir sont menacées car elles sont remplacées en aval par ces contenus générés par l'intelligence artificielle. En bref, les créateurs humains se sentent pillés et ils ont peur de se voir remplacés. Ils craignent de ne plus pouvoir vivre de leur art. Alors, bon, je peux vous dire que c'est une préoccupation mondiale. Je suis impliquée auprès de plusieurs organisations internationales et les juristes, les sociétés de gestion de droit, les syndicats de créateurs à travers le monde sont tous très, très, très préoccupés et ils se questionnent quant à la manière de cohabiter avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en effet, il y a un constat qui s'impose, alors qu'au départ, on se demandait comment on pourrait contrer ou endiguer l'intelligence artificielle. Il est clair que nous devons désormais parler de cohabitation avec elle, puisqu'il semble évident que nous ne pourrons pas empêcher ce phénomène-là. Alors, on a avec nous, comme on l'a déjà annoncé, 3 spécialistes de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, d'intelligence artificielle. Et avec eux, on va tenter d'y voir plus clair sur le sujet de la protection du travail humain dans le contexte de l'IA. Donc, comme je le rappelais, il y a 2 volets à ça. Alors, dans un premier temps, on sait que les créateurs se sentent pillés. On prend donc leurs œuvres et leurs prestations afin de nourrir celle ou celui, plutôt celle que Denis, vous appeliez l'ogre, jusqu'à un certain point. Alors, quand l'IA ingère comme ça des œuvres et des prestations, c'est quoi les droits qui sont en cause, les droits des créateurs? Alors, de quel droit parle-t-on exactement? Bien, je peux peut-être commencer. Je fais un peu mon avocate, je pose des questions auxquelles dont je connais la réponse, mais c'est pour le plaisir de la conversation. Caroline.
Ben, peut-être, en fait, pour clarifier certains aspects, on a beaucoup parlé de l'absence de cadre législatif, de cadre normatif. La réponse est vraie. Au Canada, il n'y a pas une loi qui vient véritablement encadrer spécifiquement l'intelligence artificielle, mais on a quand même beaucoup d'outils, on a quand même beaucoup d'autres des lois déjà existantes qui peuvent justement encadrer ces utilisations. Donc, Annie, tu demandes, en fait, quand on vient piller vos œuvres, vos contenus pour entraîner des systèmes d'intelligence artificielle, est-ce que c'est permis? La réponse est non. Il y a différentes lois qui existent actuellement et qui viennent vraiment empêcher ce type d'utilisation. Puis là, je parle en termes de généralité, parce qu'à titre d'avocate, il y a toujours des petites nuances à apporter à gauche, à droite. De manière générale, les artistes détiennent des droits d'auteur et la loi actuelle, la façon dont elle est rédigée actuellement, ne permet pas ce genre d'utilisation. Le fait de venir s'approprier, reproduire votre contenu sans permission, ce n'est pas permis. Alors là, c'est important. On parle de reproduire. Donc, on parle du droit de reproduction essentiellement, lorsqu'il y a une ingestion effectivement Absolument. des contenus. D'accord. Donc, c'est une bonne chose. Est-ce que je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi le droit de reproduction. Mais alors, peut-être en que fait, pourriez... oui, ben, alors en fait, pour faire un pas de recul, ce que je peux peut-être aussi vous rappeler, c'est que la loi sur le droit d'auteur, c'est une loi qui vient essentiellement vous conférer un monopole, en fait, autour de la création du contenu que vous avez pu créer. C'est un monopole, évidemment, qui est limité et qui vise à vous conférer certains droits, des droits exclusifs. Donc, seuls vous pouvez les exercer, notamment le fait de reproduire, diffuser, communiquer votre œuvre. C'est vous qui avez le droit de le faire, à moins que vous ne l'autorisiez. Évidemment, la loi, c'est un fin équilibre qu'on essaye de préserver entre les droits des créateurs, mais aussi les droits des utilisateurs. Et c'est pour ça que le législateur est venu greffer différentes petites exceptions, de nombreuses exceptions au fil du temps, au sein de la loi pour permettre certaines utilisations sans passer par l'autorisation du créateur. Donc, quand Annie parle du pillage, du scraping, du grattage de données, de l'extraction de données pour entraîner des algorithmes, on vient potentiellement violer les droits d'auteur des artistes. Dans certains cas aussi, on peut penser à l'image, à la voix des artistes-interprètes. Et à ce moment-là, au-delà du droit d'auteur, on vient aussi toucher au droit à l'image de ces artistes-là. Donc, vous voyez, le Canada n'est pas en reste. On a quand même un certain cadre législatif qui vient quand même encadrer ce type d'utilisation. Alors, c'est intéressant parce que là, vous parlez de droit à l'image, il y a aussi le droit à la voix, mais quand on parle effectivement de l'image des gens, est-ce qu'on peut penser également qu'il y a une autre forme de protection, par exemple, via les fameuses lois sur la protection des données personnelles? Je vous passe la parole. Céline? Alors, la protection des données personnelles, effectivement, peut avoir vocation à s'appliquer, puisque la voix, les images, les éléments de la personnalité, les éléments d'identification de la personne sont des renseignements personnels. On peut penser aussi plus largement au droit de la personnalité qu'on trouve en droit civil. Donc, en effet, on a plusieurs branches du droit, plusieurs outils, plusieurs actions possibles. Et j'ajouterais que dans une perspective de droit européen, les artistes et interprètes sont protégés aussi au titre des droits voisins du droit d'auteur, qui s'apparentent davantage au droit d'auteur, pour revenir au droit d'auteur quand même. Donc, effectivement, on n'est pas sans protection. Et pour compléter le panorama général, j'ajouterais qu'en Europe, vous le savez probablement, un règlement a été adopté l'année dernière en IA, en droit de l'IA, un règlement sur l'IA, le 13 juin 2024, qui ne prévoit pas beaucoup de dispositions en lien avec le droit d'auteur. Donc, ce n'est pas un texte sur le droit d'auteur, mais vraiment un texte sur l'IA. Mais il y a quand même 2 dispositions qui ont été ajoutées au dernier moment sur le droit d'auteur. Une première disposition qui oblige les fournisseurs de grands modèles d'IA à usage général, type modèle de langage et IA générative que l'on a déjà cité, OpenAI, etc. Ces grands modèles, ces fournisseurs de grands modèles doivent mettre en œuvre une politique de droit d'auteur dans laquelle ils doivent indiquer comment ils respectent le droit d'auteur européen, première obligation. Deuxième obligation, ils vont devoir
respecter une obligation de transparence, on y reviendra probablement, dans laquelle ils vont devoir indiquer les données qui ont été utilisées pour entraîner leur modèle. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un catalogue complet de toutes les données qui ont été effectivement utilisées, et on ne va pas avoir non plus un catalogue œuvre par œuvre, donc ce n'est pas aussi transparent qu'on l'aimerait, parce que ce n'est absolument pas possible, ce n'est pas raisonnable, il y a des milliards de données, des milliards de paramètres, on le sait. Donc ça va être un échantillonnage représentatif, hein, les bases de données les plus importantes utilisées pour entraîner les modèles. Mais en résumé, on reste quand même aussi en Europe, surtout sur une logique de droit d'auteur classique, et en particulier c'est une directive de 2019 qui organise les droits et exceptions de la même façon qu'il en existe au Canada. Et j'ajouterais que cet équilibre entre les droits et les exceptions, c'est un équilibre finalement entre les intérêts des titulaires de droits, des auteurs et des créateurs, effectivement des droits exclusifs, un monopole, et l'intérêt du public. En général, c'est l'effet de balancement qu'on essaie de créer au travers des exceptions. Néanmoins, évidemment, dans un contexte de l'IA générative, cet équilibre-là est forcément réinterrogé. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à la question de savoir si notre droit d'auteur en Europe ou au Canada est encore adapté dans ce contexte. Alors là, bon, on sait en tout cas qu'au Canada, pour l'instant, c'est totalement, donc, d'après ce qu'on comprend, interdit. Et il y a plusieurs lois qui peuvent éventuellement protéger, donc, tant les auteurs que les artistes-interprètes. Donc, on ne peut pas faire cet acte-là d'ingérer leurs œuvres et leurs prestations sans leur autorisation. On ne peut pas ingérer non plus leur image, leur voix sans les autorisations. Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Parce qu'on parle beaucoup de l'Europe et on parle de la fameuse exception pour la fouille de textes et de données. Je vais me tourner vers Denis, qui n'a pas encore parlé. Alors, en Europe, là je profite du fait que je sais qu'il y a des représentants du gouvernement, ne venez pas imiter le modèle européen, parce que le modèle européen aujourd'hui est contraire aux conventions internationales que l'Europe a elle-même souscrit. Je vais m'expliquer. Depuis 1886, les États membres se sont mis d'accord sur un principe très clair. Je protège les droits de tes auteurs ou de ton industrie, de tes producteurs, de tes éditeurs, si toi, pays membre, qui a ratifié la Convention, tu protèges de la même manière les droits de mes auteurs. C'est le principe de réciprocité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un scénariste du Québec ou un artiste du Québec voit sa prestation ou sa contribution reproduite, il a la possibilité d'obtenir une compensation, y compris si c'est exploité en France ou dans d'autres pays dans le monde. Cette convention, on l'appelle la Convention de Berne, elle pose un principe fondamental. Ce principe fondamental, c'est de dire que quand vous êtes titulaire d'un droit d'auteur, peu importe, vous pouvez être en système de copyright, dans ce cas-là, c'est le producteur qui est naturellement titulaire. Si vous êtes dans un système de droit d'auteur, c'est l'auteur qui est naturellement investi. La Convention ne règle pas la question de savoir qui est titulaire initial, mais elle dit, à partir du moment où vous êtes titulaire d'un droit d'auteur, vous ne pouvez pas exiger de l'auteur une quelconque formalité pour qu'il puisse être protégé. Vous avez un droit exclusif pour toute la durée de protection du pays dans lequel vous êtes. Donc là, je sais que pour vous, depuis 2 ans, c'est passé à 70 ans à compter de la mort de l'auteur, pour les auteurs. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, vous avez un droit exclusif. Et on ne peut pas vous demander une quelconque formalité pour venir défendre vos droits d'auteur. Malgré cette Convention de Berne, l'Union européenne, en 2019, a mis en place une directive qui met en place ce qu'on appelle un système d'opt-out. Je vous explique. Opt-out, ça veut dire que, par défaut, on considère que vous êtes tous d'accord pour vous faire piller vos œuvres sans aucune compensation. Parce que vous aimez la recherche scientifique. C'est du beau. Voilà, vous aimez la recherche scientifique, vous êtes tous pour le progrès. Par défaut, vous autorisez le pillage de vos œuvres pour faire des large language models. Et on n'est quand même pas des monstres.
on vous donne la possibilité de vous opposer si vraiment ça vous dérange, de manière appropriée, par des procédés lisibles par machine. Et donc là, on est tous là, nous, depuis 2019, à savoir ce que c'est que approprié et ce que c'est que procédé lisible par machine. Et donc, le fait que l'Union européenne vienne demander aux auteurs de faire une formalité positive pour faire valoir l'utilisation de leurs droits est contraire à cette convention. Et si on se met à avoir plusieurs pays dans le monde qui se mettent à adopter ce système d'opt-out, ben là, on va se retrouver dans une fragilisation complète de tout le système de protection des droits d'auteur. Et quand je dis droits d'auteur, je parle aussi des producteurs, je parle des industries, parce que par définition, l'objectif, c'est qu'on ait tous la même protection par rapport à ça. Donc on est dans un marasme complet, et le code des pratiques sur lequel on essaye de discuter sur un code des pratiques pour essayer de comprendre c'est quoi un procédé lisible par machine et comment est-ce qu'on fait pour faire un opt-out. Bah, aujourd'hui, on en est rendu au 3e draft du Code of Practice et moi, en tout cas, personnellement, je n'ai toujours pas compris comment est-ce qu'on faisait pour s'opposer. Bon, ben alors ça veut dire que c'est vraiment pas accessible aux autres. Je peux peut-être me permettre de rebondir vu que je suis une des rédactrices du code. Donc. Ah, d'accord. Mon Dieu, nous allons avoir de l'action. Merci, Denis. Je lui ai promis de ne pas être la défenseuse absolue du code, donc tout va bien se passer. Non, pour clarifier un petit peu pour le public canadien et québécois qui peut-être pas familier du droit européen un peu technique, l'exception de fouille de texte et de données dont il s'agit effectivement dans la directive de 2019 repose sur 2 conditions. La première condition, il faut que ce soit accessible licitement, légalement, ce qui fait qu'effectivement, ce qui était mentionné dans la table ronde précédente sur toutes les hypothèses d'utilisation de bases de données piratées, ça ne répond pas à cette première condition. Donc déjà, on ne peut pas se prévaloir de l'exception si on utilise des bases de données piratées. Et ça, ce n'est pas anecdotique parce qu'on a quand même des décisions de justice aux États-Unis concernant Meta, qui très clairement a utilisé LibGen notamment. Donc c'est quand même une condition qui n'est pas respectée, donc ça veut dire qu'on ne peut pas se prévaloir de cette exception. Et deuxième condition, effectivement, l'expression de la réserve des droits. Si les titulaires de droits d'auteur ont exprimé leurs droits avec un moyen lisible par machine, effectivement, qui n'est pas clair, eh bien, effectivement, on ne peut pas non plus se prévaloir de l'exception. Et c'est effectivement compliqué de savoir ce que c'est lisible par machine parce qu'il n'existe pas de standards internationaux. C'est pour la raison pour laquelle le code ne peut pas le dire, parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi, malheureusement. On aimerait bien voir la solution, on ne l'a pas. Et donc, on renvoie au protocole des robots textes dans lesquels on peut exprimer un certain nombre d'exclusions. On sait que ce n'est pas une technologie faite pour ça, on sait que ce n'est pas parfait, mais c'est le seul type de protocole international que tout le monde comprend et que les fournisseurs d'IA comprennent et respectent plus ou moins. Mais alors, voilà. Caroline souhaiterait rebondir, elle Oui. aussi. Oui, parce qu'en fait, sans vouloir rentrer dans tout le langage technique, juridique, au Canada, en fait, il y a déjà des exceptions qui existent, puis qui pourraient, dans certains cas, s'appliquer auprès des développeurs d'intelligence artificielle, mais vraiment dans des conditions très, 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 très strictes. Au cours des dernières années, il y a eu différentes consultations publiques qui ont été menées par le gouvernement au niveau fédéral, au niveau du palier fédéral, pour voir en fait s'il faudrait rouvrir la loi afin de faciliter en fait la fameuse innovation, parce qu'on sait qu'au Canada, on se présente comme un des leaders mondiaux en matière d'intelligence artificielle. Mais que nous répond ChatGPT? Mais ce que je voulais dire, c'est que d'un côté, on a vraiment l'industrie innovation qui veut vraiment rouvrir la loi pour vraiment lui permettre de manière beaucoup plus claire d'utiliser du contenu pour alimenter les systèmes d'intelligence artificielle et devenir beaucoup plus compétitif sur le marché. Et de l'autre côté, on a toute l'industrie créative qui s'y oppose fermement. Mais entre-temps, la technologie évolue, puis vous avez quasi, je ne sais plus c'était quoi les proportions tantôt dans la salle, beaucoup ont levé la main et ont commencé à admettre que oui, finalement, l'intelligence artificielle, c'est intéressant, on y voit des utilités. Et la réponse juridique, elle est vraiment beaucoup plus nuancée que oui, on veut une nouvelle exception ou non, on s'y objecte.
Parce qu'en fait, les défis auxquels on s'expose sont quand même assez nombreux. D'une part, on ne peut pas uniquement se baser sur la notion de consentement, parce qu'une fois qu'on donne son consentement en matière d'intelligence artificielle, on ne peut plus le retirer. Donc, la réponse se retrouve peut-être pas nécessairement sur cette fameuse notion de « j'autorise, je refuse », mais peut-être plus sur une question de rémunération. D'autre part, on ne peut pas avoir une position aussi ferme et braquée de se dire « je suis contre l'IA », parce que le risque auquel on s'expose, c'est que tous ces systèmes d'intelligence artificielle vont s'entraîner sur du contenu autre que du contenu canadien, francophone, ce qui va ultimement perpétrer tous ces biais dont on faisait part un petit peu plus tôt. Donc, la question, en fait, c'est vraiment davantage d'essayer de s'asseoir à la même table et de trouver un système qui va être, oui, transparent, mais aussi aller nous permettre d'aller chercher une rémunération juste, équitable. Oui, ça pourrait être éventuellement peut-être une solution. Cela dit, il y a quand même des gens qui sont farouchement opposés et qui ne voudront pas que leur contenu ou encore leur trait de personnalité soit reproduit. Quand même, la voix et l'image, par exemple, d'un artiste-interprète, c'est une partie très importante, sinon fondamentale de sa prestation. À partir du moment où, effectivement, on le reproduit sans son autorisation, c'est quelque chose de quand même très, très, très choquant. Alors, bon, on comprend qu'en Europe, pour reprendre les termes de Denis, on a autorisé, en quelque sorte, par l'exception, de faire ces reproductions-là, puis que c'est possible, par contre, pour les gens de dire, ben moi, je m'oppose, je ne veux pas que ça soit reproduit. Bon, mais maintenant, j'aimerais aussi, parce que Céline, vous avez brièvement parlé, puis il ne nous reste pas grand temps, mais brièvement parlé, effectivement, de la situation aux États-Unis. Moi, j'aimerais ça vous entendre un peu sur la théorie du fair use, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, ben, en fait, ça devrait être permis de reproduire parce que c'est du fair use. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que le fair use, puis est-ce que, oui ou non, c'est possible d'invoquer ça? Parce qu'on voit qu'il y a des décisions dernièrement qui ont été rendues. Il y a un juge qui a dit, bien, écoutez, malgré toute mon analyse, je ne vois pas comment ça peut constituer du fair use. Donc, c'est quoi le fameux fair use? Et est-ce que ça se pourrait qu'éventuellement, au Canada, on importe une telle théorie qui nous fait trembler? C'est vrai qu'on parle beaucoup du fair use, tout simplement parce que les producteurs de cette IA générative sont aux États-Unis. Et ils aiment bien importer les lois américaines partout dans le monde et ils aiment bien dire qu'ils peuvent se prévaloir du fair use où qu'ils soient dans le monde. Qu'est-ce que le fair use? Alors, non, mais simplement pour dire, il y a quand même un principe de territorialité de la protection du droit d'auteur. Donc, le fair use ne vaut qu'aux États-Unis et n'est pas un principe universel, il faut quand même le rappeler. Et donc, c'est l'exception majeure, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, notamment en Europe. On a une liste d'exceptions très spécifique. Au Canada, on est plutôt sur un modèle hybride avec un fair use qui n'est pas tout à fait identique au fair use américain, le fair dealing. Je laisserai Caroline en parler. Le fair use américain, donc c'est l'exception générale, mais qui repose sur 4 conditions. Et donc, la caractéristique de cette exception, c'est qu'elle est très circonstancielle et c'est très difficile par avance de savoir si on va pouvoir bénéficier de l'exception ou pas, parce qu'il faut regarder les 4 conditions et à chaque fois voir si on tombe effectivement dans ces situations. Les juges ont un pouvoir d'interprétation assez important et du point de vue de l'IA, on a eu des décisions dans les 2 sens parce que justement c'est très circonstanciel. Donc on ne peut pas dire que l'IA générative, par principe, ça tombe dans le fair use, ni ça ne tombe pas dans le fair use. Il faut regarder au cas par cas et effectivement, on a eu quand même des décisions importantes disant que ça n'était pas le cas dans ce cas-là. Donc il faut quand même être prudent, mais on a quand même des décisions favorables pour refuser l'exception de fair use. Donc en effet, je pense qu'il faut faire attention aux exceptions. Et je rajouterai pour l'exception européenne de fouilles de textes et de données, elle a été adoptée en 2019. Et beaucoup disent que cette exception ne peut pas jouer dans le contexte de l'IA parce qu'en 2019, on ne pensait pas à l'IA telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc c'est quand même une première question à se poser. Et d'ailleurs, le code de pratique ne répond pas à cette question parce que ce n'est pas notre rôle et c'est le juge qui devra le dire, la Cour de justice de l'Union européenne qui devra le dire. Donc ça veut dire qu'on est quand même en train de déléguer beaucoup de choses aux juges. Aux États-Unis, ils fonctionnent comme ça. En Europe, c'est moins l'évidence, mais de fait, si on ne légifère pas, forcément, les juges décident, évidemment.
Bon, puis à partir du moment où, par exemple, là, on voit que, justement, par rapport à cette exception de fouille de texte et de données, on parlait du opt-out, puis effectivement, il y a des sociétés de gestion qui massivement ont décidé, effectivement, de opter out, je ne sais pas comment le dire autrement, et il y a la SACD qui regroupe énormément d'auteurs, il y a la DAMI, il y a la Spédidam qui représente des artistes-interprètes. Comment vous réagissez, vous, Denis, par rapport à ça? Tu sais, si on pense aux scénaristes, là, comment ils se positionnent par rapport à ça et qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Est-ce que vous leur diriez, bien, optez out dans le pire des cas ou... Moi, aujourd'hui, je leur dis d'attaquer en justice. D'accord. Je ne crois plus dans le politique en Europe pour défendre les auteurs. C'est une faillite morale et politique de la défense des créateurs en Europe. Les organismes de gestion collective ont effectivement fait des déclarations publiques d'opt-out. La question est de savoir, est-ce que c'est un procédé lisible par machine de faire une déclaration de statement sur la page de garde de la SACD pour dire « moi j'ai fait mon opt-out, maintenant vous le respectez ». Encore une fois, on n'en sait rien. Donc pour moi, j'estime que c'est une trahison des politiques par rapport aux créateurs. Et je reviens sur le fair use parce que je veux faire à la fois de la pédagogie pour les auteurs, mais aussi à la fois de la pédagogie pour les représentants institutionnels au niveau gouvernementaux. Parce que le fair use, vous voyez, je vous ai parlé de la Convention de Berne tout à l'heure, 1886. On a toujours tendance, dès qu'il y a une nouvelle innovation technologique, à vouloir pondre de nouvelles lois. On a une loi depuis 1886, elle dit deux choses. Première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'article 5. Vous ne pouvez pas exiger de formalité pour que les auteurs fassent valoir leurs droits. Le deuxième principe, c'est l'article 9, c'est ce qu'on appelle le triple test, c'est-à-dire de dire on permet aux États membres de paralyser le droit exclusif de l'auteur, mais il faut que ça soit dans des cas très précis, que ça ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et que ça ne porte pas atteinte aux intérêts des auteurs. Et le bureau du Copyright Office, on est quand même en train de parler d'une institution avec quelques spécialistes là-dedans, vient de conclure au fait que le fair use n'était pas applicable, parce que le fair use, en fait, c'est l'application aux États-Unis de cet article 9. C'est une manière de dire, est-ce que ça... Et dans le Copyright Office, ils expliquent bien que, selon eux, ça ne peut pas passer le triple test, c'est-à-dire la reproduction massive de données en vue d'entraîner, pour eux, ne remplit pas les conditions de ce triple test. Donc on a des outils juridiques qui existent, on a des États membres qui s'en foutent. Donc la question maintenant, c'est on saisit les tribunaux et on essaye de faire valoir nos droits. Mais ça pose un énorme problème, c'est le problème de la fragilité des organisations d'auteurs dans leur financement, parce qu'en face, on va se retrouver avec des personnes pour qui mettre 800 000 euros de budget dans des avocats, c'est une paille, et avec des organisations d'auteurs pour lesquelles en mettre 50 000, il faut passer par une assemblée générale pour demander l'autorisation. Je caricature, mais on est à peu près dans ce type de données-là. Et donc c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on trouve les moyens pour faire valoir des droits qui existent depuis 1886. Oui, bon. Puis... Vous avez raison. Effectivement, pour les organisations sans but lucratif qui représentent les artistes, c'est des investissements énormes à faire et c'est un peu David contre Goliath. Ça, c'est sûr qu'on peut pas nier l'évidence. Et il y a d'autres problèmes aussi. C'est que, bon, évidemment, on conteste. Vous dites, je leur dis, attaquez. Bon, alors on attaque en contrefaçon, etc. On dit, vous avez violé mon droit d'auteur, mais il y a aussi tout un problème derrière ça. Puis c'est peut-être là qu'on va parler de transparence. Comment prouver? Comment prouver, c'est mon œuvre, c'est mes prestations qui ont été prises. Et je peux vous le dire parce que quand je regarde effectivement en aval le produit qui sort, il me semble que ça me ressemble, etc. Alors donc... Comment peuvent faire les créateurs quand ils sont pris quand vous êtes pris face à cette situation-là, vous avez clairement l'impression ou le fort sentiment que vos œuvres ont été pillées ou encore que votre voix et votre image ont été utilisées sans votre consentement. Comment réagir? Et par rapport à la transparence, bien, on le sait pour l'instant,
à tout le moins, il n'y en a pas de transparence. Il n'y a pas de divulgation. Donc, est-ce qu'il y a une solution ou si... Alors, ici, il y a un oui. Là, j'imagine qu'ici, il y aura un... Céline, je vous vois hésitante. Et Caroline, est-ce qu'il y a une solution? Vous parliez tout à l'heure, peut-être que la solution, dans le fond, c'est de convenir que oui, c'est possible d'utiliser... sans le dire comme ça, là, je mets le trait... Oui, je mets le trait très gras. Mais peut-être que c'est possible d'utiliser les produits, mais à ce moment-là, de prévoir une compensation financière. Alors, je lance... Qui lève la main en premier pour répondre à... voilà, Denis, le bon élève. Non, mais alors, effectivement, ça peut être compliqué sur on va dire des œuvres qui n'ont pas un impact, qui n'ont pas eu un impact commercial majeur. Ça ne va pas être fait. Mais la première solution, c'est de demander à ChatGPT. Je veux dire, la GEMA, qui est l'organisme de gestion collective qui gère les compositeurs et les auteurs de paroles de musique en Allemagne, c'est simple, hein, ils ont été regardés sur ChatGPT, ils ont dit « Est-ce que tu peux me donner les paroles de la chanson de tel ?» Et il y a ChatGPT qui vous donne les paroles. Là, visiblement, il ne l'a pas halluciné. Donc là, je veux dire, vous faites un prompt, vous demandez à un commissaire de justice, nous on appelle ça huissier, commissaire, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, et vous constatez, et là, visiblement, là on est sur quelque chose d'assez simple. Après, là où ça va devenir compliqué, c'est effectivement... parce que là, on est en train de parler de paroles de chansons très connues, donc ça va le faire. Mais si vous demandez aujourd'hui à ChatGPT de vous faire, est-ce que tu pourrais me faire un spin-off d'un personnage du Seigneur des Anneaux avec un personnage du Silmarillion il y a 3000 ans, il vous le fait. Donc c'est quand même bien la preuve qu'il a ingéré tout le Silmarillion et tout le Seigneur des Anneaux et qu'il est capable de faire ça par rapport à ça. En fait, l'intelligence artificielle peut vous aider à déterminer si l'intelligence artificielle a utilisé votre contenu. En fait, il y a des outils qui sont de plus en plus développés et qui permettent en fait d'effectuer comme une veille sur différentes plateformes et d'identifier si on vient extraire votre contenu. Dans les cas, il y a différents recours qui sont entrepris également au Canada, aux États-Unis, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup en fait de déclarations qui avaient été faites publiquement par OpenAI, Facebook et toute cette gamme-là, qui avaient divulgué publiquement la façon dont ils avaient accédé au contenu pour entraîner leurs algorithmes. Fait qu'il y a différentes façons d'aller chercher la preuve que votre contenu a éventuellement été spolié. Mais je trouve que l'ironie du sort, en fait, c'est que l'intelligence artificielle, effectivement, peut être une solution pour identifier le contenu plagié. Alors, écoutez, c'était un peu le temps dont on disposait pour parler comme ça. Moi, je vous dirais que même moi, je n'ai pas pu passer à travers mes questions, mais là, on a des tas de questions hyper intéressantes des gens de l'assistance. Donc, comment faire concrètement pour faire cohabiter l'IA et les différents métiers d'art, sachant que l'IA est là pour rester et que ces derniers doivent à tout prix être conservés? Sommes-nous face à une éradication irrémédiable de certains métiers ou y a-t-il moyen de les faire exister autrement même avec l'IA? Alors moi, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Hein. C'est sûr que c'est plate ce que je vais dire, mais les doubleurs se sentent peut-être vraiment beaucoup menacés. Et également, tous ceux, par exemple, qui auparavant étaient des narrateurs d'audiolivres, par exemple. Alors, comment on peut faire pour permettre donc à ces métiers-là, est-ce qu'on voit, on migre peu à peu vers une éventuelle disparition de certains métiers ou s'il y a moyen de faire cohabiter? Est-ce qu'il y a peut-être une solution, peut-être que les artistes, effectivement, on en entendait un tout à l'heure qui disait comme quoi il hésitait, il pensait peut-être à faire en sorte d'enregistrer sa voix, il avait peur de nourrir la machine, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une solution pour ces gens-là dont le métier est éventuellement menacé? Moi, je n'ai pas de solution miracle, sinon je serais riche et célèbre. Mais ce qu'il faut... en fait, il y a plusieurs questions là-dedans. Il y a la question de la disparition des métiers et la question de la protection par le droit d'auteur.
La disparition des métiers, c'est vrai que certains métiers sont plus menacés que d'autres, mais pas seulement dans l'industrie créative et culturelle, de manière générale. Donc c'est vrai qu'il y aura certainement un redéploiement des compétences humaines, on va dire ça comme ça. Mais sur la question du droit d'auteur, parce que c'est quand même le levier sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui en droit positif, il reste quand même le principe des droits exclusifs des auteurs sur leur création. Et donc, ça veut dire qu'ils ont un droit de reproduction, ils ont aussi un droit de communication au public. Et je voudrais signaler une décision de justice qui va être discutée en Europe sur les réponses données par des chatbots et la notion de communication au public et pas simplement du droit de reproduction. Donc on est sur l'aval, on est sur la réponse qui est donnée, qui effectivement correspondrait à une œuvre existante. Donc on a quand même deux leviers. En amont, on a la reproduction et en aval, éventuellement, la communication au public. Donc ça reste des droits qui existent. Et ces droits donnent droit à s'exclure du marché pour dire effectivement, je refuse, donc j'exerce mon opt-out, ou en tout cas, j'ai un droit et je refuse que mon œuvre soit copiée. On garde ce droit-là quand même. Et si j'accepte pas forcément gratuitement. Il y a un principe de rémunération aussi. Donc il faut quand même rappeler ces fondamentaux. Et c'est pas parce que ces données ont déjà été pillées, tout Internet a déjà été moissonné, pillé, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a quand même toujours ces droits exclusifs et on peut toujours les faire valoir. Donc je pense qu'il faut maintenant passer à cette étape de rémunération peut-être, en disant c'est peut-être difficile d'empêcher, mais par contre ce serait bien d'avoir une contrepartie financière. C'est vraiment une question du partage de la chaîne de valeur. Alors, justement, il y a une question là-dessus. On dit le modèle ART comme art, accord, rétribution, transparence, est-il réaliste dans son application juridique puisque les applications d'IA ont déjà des comportements contraires à ces valeurs et ne seront pas toutes soumises à des lois les encadrant dans ces sens, Trump ayant déjà dit qu'il ne le ferait pas aux États-Unis. Est-ce que c'est contraire? Contraire, oui. Non, en fait, la loi actuelle, la loi sur le droit d'auteur, c'est les trois piliers de la loi sur le droit d'auteur. C'est ça, c'est l'autorisation. Non, c'est pas la transparence. C'est l'autorisation, la rémunération. La transparence, c'est quelque chose qu'on voudrait éventuellement ajouter. Mais c'est pas du tout contraire. En fait, la loi actuelle du droit d'auteur est vraiment axée sur les droits exclusifs, l'autorisation et la rémunération des artistes. Par rapport à la transparence, c'est pas une obligation législative formelle. Par contre, pour faire le lien avec la question précédente, je pense qu'une des solutions, une des clés, c'est vraiment aux industries à se mobiliser, à prendre les devants puis établir son propre cadre autoréglementaire, à baliser en fait justement les utilisations qu'elles permettent, celles qu'elles ne permettent pas et comment réajuster la rémunération en conséquence. Et de la même manière, venir un petit peu greffer cette obligation, cette notion de transparence dans les conventions collectives, dans les ententes contractuelles, via ce cadre autoréglementaire. Le législateur n'a peut-être pas toujours la réponse à toutes les questions. Peut-être qu'on ne veut pas nécessairement passer par la voie législative. Peut-être que parfois, justement, c'est à l'industrie à s'outiller, à mettre en place ses propres normes qui répondront davantage à sa réalité. Alors, écoutez, aussi, toujours concernant la question de l'aval, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de contenus artificiels qui envahissent les différentes plateformes. Dernièrement, Deezer, une plateforme musicale, a révélé que 18% des pistes sonores qui étaient sur la plateforme en question étaient entièrement générées par l'intelligence artificielle. Donc, on comprend effectivement le sentiment très angoissant pour les créateurs quand on voit que de plus en plus les contenus envahissent les plateformes. C'est quoi concrètement les risques pour eux? Certes, on voit qu'ils peuvent éventuellement se faire remplacer, mais par rapport à leur rémunération qu'ils tirent présentement justement de ces plateformes-là, est-ce que ça ne risque pas jusqu'à un certain point d'être dilué? Si, absolument. Absolument, parce que la façon dont ça fonctionne actuellement, c'est un partage de revenus. Fait que la pointe de tarte est de plus en plus rétrécie parce qu'elle est calculée sur la base du contenu général qui est disponible sur ces plateformes. Alors, est-ce qu'il faudrait trouver un autre modèle de rémunération éventuellement? Est-ce que c'est à ces plateformes aussi à exiger davantage
d'obtenir du contenu original, c'est-à-dire empreint de créativité humaine plutôt que du contenu artificiel. Il y a différents mécanismes probablement à mettre en place à ce niveau-là, mais actuellement, c'est certain que c'est très alarmant parce que ça vient véritablement diluer la part de rémunération des artistes humains. Céline? Oui, je voudrais quand même ajouter, et c'est ce que Caroline sous-entend ici, c'est que ces créations entièrement générées par l'IA ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Voilà. Parce que le principe quand même est que l'auteur doit être une personne physique. Donc il faut peut-être aussi aller chercher ces plateformes pour dire faites le ménage dans la musique que vous proposez, ou en tout cas si vous la proposez, indiquez clairement que c'est généré par IA et n'accordez pas un centime. Parce que, en tout cas, pas sur le fondement du droit d'auteur. Parce qu'effectivement, non seulement ça dilue, mais en plus, ça remet en cause les principes fondamentaux du droit d'auteur. Alors, et puis, il y a effectivement des organismes de régulation économique qui établissent certains tarifs ou autrement et qui pourraient effectivement regarder ces plateformes-là puis dire, bon, alors il y a 18 % de contenu artificiel sur la plateforme. Par conséquent, on va baisser les tarifs que doivent payer les plateformes, puisqu'il n'y a pas autant de contenu valorisé sur ces plateformes-là. Donc, ça aussi, c'est un risque éventuellement. Donc, une chute des redevances que devraient payer les plateformes en question, parce est-ce que ce ne serait pas une tentation pour elles, justement, de dire, bon, ben ça ne va rien nous coûter, on va mettre que des contenus artificiels? Est-ce qu'il y a moyen de les contraindre, donc, à éventuellement être obligés de mettre des contenus humains? Je pense qu'on peut les contraindre. Et puis, il y a une question d'acceptabilité sociale. Qui a envie de payer un abonnement pour un service de musique générée par IA et sans intervention humaine? Je pense que socialement, il pourrait y avoir de la résistance. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit lors du panel précédent. Donc, la transparence, c'est pas simplement la transparence sur les données utilisées pour entraîner les IA, mais c'est aussi de savoir, dans ces modèles de rémunération, qui déjà ne rapportent pas forcément beaucoup aux créateurs, si en plus on se met à payer des musiques entièrement générées par IA, il faut vraiment se poser la question. Après, il faut se méfier aussi des musiques entièrement générées par IA. Ça ne veut pas dire que c'est une IA qui s'est levée un matin et qui a dit « je vais faire une musique ». Il y a bien quelqu'un qui l'a programmé, donc on peut quand même aussi potentiellement trouver un humain et potentiellement trouver un titulaire de droit d'auteur. Donc il faut se poser un peu plus amplement les questions, mais en tout cas, c'est certain qu'on peut demander, et on doit demander à ces plateformes un peu plus de redevabilité sur les rémunérations qui sont distribuées. Je pense que c'est encore une fois, c'est du courage politique. C'est-à-dire qu'on l'a vu, enfin nous en France, au niveau des radios, la France a mis en place des quotas obligatoires de diffusion de musique et de morceaux francophones, et de manière à contrer autrement le fait qu'on n'aurait que des morceaux américains en France par rapport à ça. Donc encore une fois, il faut que les politiques prennent en charge ces questions-là et oui, exigent qu'on ne puisse pas avoir du contenu IA sur ces plateformes-là. Oui, alors par le biais de quotas, c'est une excellente idée, je trouve, personnellement. Écoutez, quelqu'un demande comment, à la plus petite échelle, comme artiste, je peux poser des actions pour protéger notre souveraineté numérique et culturelle. Que faire quand on est artiste et qu'on regarde ça et qu'on se dit, bien moi, je vais apporter ma petite pierre là, à l'édifice de la souveraineté culturelle? C'est pas une petite question, vaste programme. Hein? Quelle est la personne qui a posé cette question, qu'elle se dénonce? Bien, en tout cas, c'est une question anonyme, donc je ne peux pas nommer Monsieur ou Madame la l'anonyme. Merci pour la question. La souveraineté culturelle, ça nous amène effectivement à un débat un petit peu plus large. Peut-être qu'en tant qu'artiste, si on veut effectivement se positionner dans tous ces débats, je pense qu'il faut d'abord décider si on veut mettre ces œuvres, si on veut que les œuvres soient utilisées pour entraîner des IA ou pas. Donc déjà, peut-être manifester une volonté, exprimer un droit
qui sera plus ou moins respecté, malheureusement, mais au moins ça veut dire quelque chose socialement, on se positionne, alerter aussi autour de soi et alerter les hommes et les femmes politiques qui adoptent des législations sur ces enjeux. Ce sont des enjeux internationaux, la géopolitique n'est pas du tout favorable, d'ailleurs c'est sûrement pour ça que la question de la souveraineté culturelle est si importante. Et pour revenir sur le fair use, c'est quand même un enjeu important parce que on a aujourd'hui un acteur comme Sam Altman d'OpenAI qui écrit, qui publiquement adresse une lettre à l'administration Trump et au président Trump pour lui demander que le fair use soit interprété en faveur des outils d'IA, donc que ce soit une exception une bonne fois pour toutes et qu'on ne laisse pas les juges décider au cas par cas, ce qui est la logique du droit normalement. Donc, et si possible, si on pouvait dire ça aussi en Europe, sachant que ce n'est pas du tout le même modèle juridique, donc on est quand même dans une espèce de spectacle aujourd'hui, de show de l'industrie de l'IA qui est complètement hors cadre légal. Enfin, je veux dire, ça ne correspond à rien du tout, mais c'est pourtant, ça a quand même une influence dans le débat. C'est symbolique, ça n'est pas que symbolique, parce qu'en effet, ça influence les hommes et les femmes politiques. Donc, je pense qu'il faut contribuer à informer nos politiques et pousser notamment, s'il y a une prochaine loi sur l'IA ou une réouverture, une modification éventuelle du droit d'auteur, poser les bons termes du débat et pas se laisser doubler par ce qui est dit à l'échelle internationale et qui fausse un peu le débat. Donc il faut vraiment être vigilant et je pense qu'il faut aussi se fédérer. Oui. Et je pense que les actions collectives qu'évoquait Denis sont très importantes. Juste pour répondre, c'était peut-être un scénariste, je ne sais pas, mais moi, mon conseil, ça serait déjà de faire corps avec votre organisation d'auteurs. Si vous avez des gens qui ne sont pas dans votre organisation d'auteurs, faites-les venir dans cette organisation d'auteurs. Consolidez-vous et à votre petite mesure, déjà, si vous êtes dans une relation avec un producteur, c'est contractuellement, mais c'est pour ça que je parle du besoin et de la force du syndicat, ça va être à votre syndicat de le faire, c'est mettez en place des ententes avec les producteurs sur la question de l'utilisation par rapport à ça. Moi, je suis assez inquiet en France du fait que les scénaristes dans les clauses types actuelles autorisent les producteurs à pouvoir utiliser leur scénario pour faire des traductions automatiques. Je trouve que d'un point de vue moral, c'est quand même un petit peu ennuyeux de consentir à ça, parce que si on n'est pas solidaire, tous les artistes-auteurs de toute la chaîne de production au niveau audiovisuel, effectivement, il n'y aura personne pour nous défendre. Donc là, moi, par exemple, mon conseil actuellement sur les scénaristes, c'est sur ce type de clause. Non, lutter collectivement, parce qu'il faut absolument protéger les traducteurs, les doubleurs et toute la chaîne d'auteurs qu'il peut y avoir sur un film. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à petite échelle, je pense. Alors donc, le fin mot, dans le fond, c'est solidarité. Alors, groupez-vous, soutenez-vous, je dirais, et de surcroît, votre parole compte. Donc, ne vous taisez pas. Vous avez vu, il y a eu un très beau manifeste qui a été lu et il est possible pour chacun de vous de l'appuyer. Alors, je vous invite donc à appuyer le manifeste qui a été lu en début de séance. Merci beaucoup. Chaise pour le prochain, merci. Quel beau mot de la fin. Merci énormément aussi d'avoir parlé de différents cas. Merci, vous allez pouvoir quitter la scène parce que nous allons donc passer à notre dernier panel de la journée. Il n'en reste qu'un. Après ça, il y a le cocktail qui vous attend.